Bonjour chers téléspectateurs d'Info TV, bienvenue à votre programme de tous les matins lorsqu'il est 10h à Mbiaïmbak. Nous sommes du côté de Mayomé Salah, c'est dans le sud le plus profond du Cameroun. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour votre programme Espace Miné. Ça sera l'occasion pour nous de rentrer dans ce que disent les journaux avec la revue de la presse, mais aussi dans ce que pensent les gens envers leurs voisins. Ça se dénomme dénonciation. Et nous aurons aussi le temps de passer au pain fin, la thématique centrale arrêtée pour la circonstance. Qu'est-ce que nous avons sur le plateau ce matin? C'est justement parler de ce qui se passe autour de nous, mais relativement avec la vie entre nous et c'est lui le créateur de l'univers. On parle des prélats qui sont censés être ici la vitrine ou alors la lumière du monde. Mais nous sommes informés qu'un prélat a été suspendu pour des actes de pédophilie. Nous allons rentrer dans cette actualité, mesdames et messieurs, la disséquer, essayer de comprendre les bouts et justement les avenants pour mieux être dans nos têtes et comprendre justement ce que nous devons faire pour continuer à croire en l'éternel. Ça sera cela, mesdames et messieurs, mais n'oublions pas, désormais nous aurons aussi la participation en direct de certains de nos partenaires et ça sera lorsqu'il sonnera 11h du côté de Koumeye Totan. C'est aussi cela, votre émission Espace Miné tous les matins, une émission qui se veut interactive et voilà pourquoi nous allons communiquer comme à l'accoutumée un numéro à travers lequel vous allez donner votre point de vue quant à la thématique qui sera justement étalée tout à l'heure, mais surtout aussi avec la dénonciation qui nous a toujours été livrée par celui-là dont le devoir revient chaque matin après justement la revue de la presse. Mesdames et messieurs, voilà ainsi présenté le squelette de votre émission de ce matin. Espace Miné, juste une petite virgule et on revient sur le plateau pour la présentation de ceux avec qui je parle. Nous avons ici celui-là qui est la vitrine ou alors l'œil de la justice parce qu'il est juriste. Il le présente justement aussi toutefois lorsque cela s'impose la dénonciation. Il est d'ailleurs très sollicité à travers les uns et les autres qui veulent faire passer leur message. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, je parle là de la présence effective de Bernardo Basson qui partage l'instant avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ifangono. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Un bonjour spécial à mon frère Joseph, ma maman Emilienne et à tous ceux qui sont ressortissants de Ngambé. Bonjour à Olivia que je retrouve fièrement ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de juin. Et nous célébrons la journée mondiale des océans, la protection des océans de façon durable. Donc, on a constaté avec le temps que de nombreuses personnes déversaient certains produits dans les océans. Heureusement, la nature, sachant faire ces choses, les océans ne conservent pas des choses impropres, elle les ramène sur le bord. Mais il y a de nombreuses exploitations qui sont faites dans les océans, elles peuvent être pétrolières, elles peuvent être gazières, etc. Donc, il est question quand même de réduire la pollution des océans et donc une journée mondiale a été arrêtée à cet effet. Il s'agit donc du 8 du mois de juin de chaque année consacré par les Nations Unies. Merci pour cette autre annonce et je voudrais vous confier ce que j'ai eu hier. C'était le plaisir de découvrir de façon directe et naturelle l'oiseau dont on parlait hier, espèce rare en voie de disparition, et j'ai dit c'était très important que Bernardo nous en parle parce que là, je ferai le devoir qui me revient de sauvegarder toutefois qu'il m'arrive de voir quelqu'un qui a l'ambition d'exterminer cette espèce rare parce que c'était effectivement la première fois de voir cet oiseau. Merci déjà pour le travail que vous abattez de nous rappeler ces différents angles-là. Merci pour votre présence. Maintenant, nous allons accueillir le consultant permanent de votre programme tous les matins. Lorsqu'il est 10h, il s'agit de Bléreux Niemek. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno Ifangono, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire particulièrement à la femme d'un grand ami. L'ami, c'est le commissaire principal Essono. Il est le commissaire du 1er arrondissement. Et c'est son épouse, Madame Essono, née Ongono Gaëlle Lisa. Elle est administratrice principale de santé publique en service à l'hôpital central de Yaoundé. Elle a 1 an de plus ce jour.
Heureux anniversaire et à vous, à votre famille, beaucoup de bonnes choses, votre merveilleux époux est à vos côtés et nous vous souhaitons de bonnes années encore. Many more years again. Beaucoup d'années et de bonnes choses. La citation de ce matin. La citation de ce matin, la voici. Les choses ne seront pas toujours faciles, mais n'abandonnez jamais s'il existe le moindre espoir. Les choses ne seront pas toujours faciles, mais n'abandonnez jamais s'il existe le moindre espoir. Parce que quand il y a espoir, quand il y a la vie, il y a espoir. Donc le moindre espoir doit exister inévitablement. Merci, on ne va jamais abandonner. Soyez-en rassurés. Bien, nous allons continuer avec la présentation de ceux qui partagent le moment avec nous. C'est vrai que Bernardo l'a fait. À ma place, j'ai l'obligation d'accueillir Olivia Bossal sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno et La charmante Olivia Merci Bossal. beaucoup, merci pour votre compliment. Bon, on va le dire. Bonjour à Pierre Béraud, bonjour à Bernardo Basson que je retrouve très fièrement ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent depuis 10 heures. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours. J'espère encore être à la hauteur des attentes, ou alors de vos attentes ce jour. J'adhère particulièrement à la citation de Pierre Béraud qui encourage et qui exhorte à ne pas abandonner et à toujours persévérer, et ce peu importe les obstacles. Voilà. Merci. Juste une transition et après on revient naturellement avec la suite de la présentation de ceux qui partagent le moment, mais la revue de la presse. Bien, pour la revue de la presse, nous accueillons chaque matin Théophile Vianney-Billa. Bonjour. Merci, bonjour JBE, Jean-Bruno Fangono. Bonjour également au panel. Ce matin, je n'oublie pas de saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs que je retrouve tous les jours lorsqu'il est 10h sur Info TV. Très jolie cravate. Merci beaucoup. Ouais. Très très joli. Merci. Bien, que disent les unes ce matin? Les journaux qui sont disponibles en kiosque nous présentent plusieurs actualités. On parle de l'organisation du CEP et du First School Living Certificate. On revient également sur la situation entre le Tchad et le Cameroun. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal La Météo de Dieudonné Mveng. C'est l'hebdomadaire qui consacre sa principale une à l'organisation du CEP et du First School Living Certificate. Succès tous azimuts dans l'organisation. Près de 575 000 candidats du CM2 et de classe 6 des sous-systèmes francophones et anglophones de l'éducation de base ont en toute quiétude achevé ce 7 juin les épreuves écrites du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate débuté mardi dernier sur l'ensemble des 10 régions du pays. Tout s'est, comme depuis 2019 d'ailleurs, déroulé dans la paix, l'ordre et la discipline, d'après ce que relève ce matin le journal La Météo. Parlons diplomatie avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui parle donc de l'ambassadeur du Tchad qui est de retour à Yaoundé, rappelé en consultation dans son pays le 24 avril. Djida Moussa Outman a regagné son poste de travail hier, un happy end, après la petite brouille autour des droits pétroliers entre le pays de Mahamat Idriss Déby Itno et le pays de Paul Biya, également État frère et ami. Dénouement heureux, fruit de la politique silencieuse mais efficace d'un sage par ailleurs mendiant de la paix. Le journal Info Matin revient donc sur la situation entre le Cameroun et le Tchad après le retour de l'ambassadeur du Tchad à Yaoundé. Et si on prenait le quotidien de Jules Brice Ngaba qui parle également de cette coopération entre le Cameroun et le Tchad, divergence aplanie, c'est ce que nous dit le journal Le Quotidien qui revient naturellement sur ce retour de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun. On en parle ce matin et on revient donc avec cette actualité. Même son de cloche pour le quotidien Émergence qui parle diplomatie
Merci. L'ambassadeur du Tchad rentre à Yaoundé. C'est ce que nous dit le journal Émergence qui n'a pas loupé cette actualité. La nouvelle expression titre en petite une. Affaire Savannah. L'ambassadeur tchadien de retour à Yaoundé. L'ambassadeur du Tchad au Cameroun est donc de retour à Yaoundé depuis le 7 juin 2023 après son rappel en consultation en raison d'une brouille autour de la question du pétrole tchadien transitant par le Cameroun. On nous fait donc savoir que l'ambassadeur tchadien est de retour à Yaoundé et c'est le journal La Nouvelle Expression qui emboîte le pas et revient avec cette même actualité ce matin en page 2. Parlons de la situation du barrage de Nachigal. La colère des sous-traitants est présentée en grande une du journal La Nouvelle Expression qui, selon ces derniers, qui ont donc saisi la rédaction de La Nouvelle Expression, certains d'entre eux n'ont pas perçu leur paye depuis janvier 2023. Le top management de cette entreprise crie à la manipulation et le journal revient sur la colère des sous-traitants. Mutation parle également de cette grève qui s'enlise du côté du chantier naval à Douala. On en parle en page 6 et on présente la situation ce matin. Béac, l'interminable recrutement, est présenté en grande une. Le bras de fer se poursuit entre le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et le comité ministériel de l'Union monétaire au sujet de l'embauche des agents d'encadrement supérieur. Le président en exercice de la CEMAC instruit la convocation d'une session extraordinaire de l'UMAC. Le journal en parle ce matin et présente l'actualité en grande une. Intellectuel camerounais, on en parle avec le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui présente donc les intellectuels camerounais comme étant les bouffeurs d'espérance. C'est une réaction de père Matt Ngimbous qui passe au scanner ces penseurs qu'il présente comme des intelligences carnivores qui, au lieu d'être une force de proposition, dévorent les rêves du peuple. De la page 9 à la page 10, on revient donc sur cette affaire ce matin avec le journal Le Messager. On parle également de l'affaire RTC, Congelcam. À quoi joue l'inspection sanitaire, s'interroge le journal Le Messager. Le jour d'Aman Mana parle également de cette affaire et présente le résultat de son enquête au bas une. Pourquoi 665 conteneurs de Congelcam sont bloqués au port de Douala? Le journal revient sur cette actualité ce matin en page 7. Après avoir effectué une enquête, le journal livre donc les résultats de son enquête ce matin en page 7. La Belgique dénonce de faux diplômes camerounais. Le constat a été fait par le directeur général de l'Office des étrangers dans ce pays au cours d'une conférence de presse hier à Yaoundé. On revient donc sur ces faux diplômes dénoncés par la Belgique, les faux diplômes camerounais, et c'est le journal Le Jour qui présente la situation en page 5. L'équation de Richard Bondol parle de ces poissons avariés au port de Douala. RTC dénonce la fuite en avant de Congelcam et cette dénonciation est présentée en grande une du journal L'équation. Et si on parlait de l'hymne national avec Francis Ngannou au Cameroun, titre donc en sommet de une, le journal Le Point Bi-Hebdo qui revient sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis un certain moment. On parle également de cette sortie du ministre des Enseignements secondaires dans le cadre du déroulement des examens scolaires de fin d'année. Notre ministre des Enseignements secondaires ne s'est pas départi de son habitude d'aller à travers le territoire national pour démontrer à Paul Biya qu'elle existe et qu'elle travaille bien. Mais de là à insulter les populations du Nord par son habillement qui frise l'indécence, les Camerounais restent baba. Le point du jeudi est donc présenté ce matin dans ce journal qui parle de Minsek Nalova, choquante. On en parle. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, s'intéresse au Hajj 2023. Premier départ dimanche. 3165 pèlerins camerounais effectueront ce voyage vers l'Arabie Saoudite cette année. Les embarquements se feront de manière progressive du 11 au 20 juin et les aéroports concernés sont Garoua, Yaoundé, Simalène et Douala. Palais de l'Unité, 7 diplomates accrédités. Il s'agit bel et bien des ambassadeurs désignés de l'Union européenne, d'Égypte, des États-Unis d'Amérique et de la République du Congo, bel et bien du Brésil et de la République centrafricaine, ainsi que le haut commissaire du Nigeria qui ont donc présenté leur lettre de créance hier au président de la République, Paul Biya. Nous refermons cette revue de presse avec Flèche d'Afrique qui parle du programme C2D Capitale Régionale. Conrad Dieudonné Bebenzi, un maître chanteur aux abois et en perte de repères. On en parle ce matin et on revient également sur ce meeting organisé du côté de Bertois où l'Est dit merci à Paul Biya pour la nomination
du directeur général de la Camwater. Il s'agit bel et bien de Blaise Moussa. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette actualité et ce journal que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce matin. Merci de votre aimable attention et bel et bien nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Jean-Bruno Ifangono. Merci également à votre panel. Je n'oublie pas de remercier toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs fidèles qui nous regardent tous les jours. Vous avez une habitude Oui. qui est une attitude que vous avez justement propulsée dans une altitude de nous rappeler habituellement que vous commencez par les dames. Exact. Bonjour mesdames, à toutes les téléspectatrices. Bien sûr. Ça c'est de vous. Voilà. C'était pour faire un clin d'œil à quelqu'un. Exact. Le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abada. Oui. Bien, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme menu? Au 19h et au 20h ce soir, on va s'intéresser à cette actualité. Parlons bien sûr du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules. Est-ce que les Camerounais ont cette habitude de mettre la ceinture de sécurité à bord d'un véhicule? On va donc faire le constat sur le terrain, en agglomération et même dans les zones urbaines. On en parle ce matin et on parle donc de ce port de ceinture de sécurité. Quelles sont les amendes qui sont prévues par le contrôle routier lorsqu'on se rendrait compte que vous n'avez pas abordé votre ceinture de sécurité soit sur l'axe lourd, soit sur un axe routier. Pour ceux des véhicules qui en ont encore, oui, parce que j'ai souvent eu la malchance d'emprunter certains taxis. Tu fais l'effort de chercher parce que ça te vient en idée de chercher la ceinture. Tu te rends compte que ça a été complètement coupé. Le monsieur a utilisé ça pour d'autres fins. Donc, oui, il y a d'autres ceintures qui sont très sales. Vous montez dans un véhicule, voilà. Vous voulez mettre une ceinture de sécurité. Lorsque vous la retirez, votre vêtement est complètement sali. Donc, on parle de la ceinture de sécurité ce matin. L'importance est bel et bien l'usage et les multiples amendes qui tournent autour. Si ces amendes suivent véritablement le non-port de la ceinture de sécurité. Lutte contre les accidents de la circulation. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la période. C'est la période oui. parce que nous sommes en période de vacances et les déplacements se font à n'en plus finir. Les parents qui accompagnent les enfants dans les villages pour les vacances, les déplacements, véritablement, il faudrait qu'on mette un accent sur la sécurité sur nos axes routiers. Je voudrais vous prier de bien vouloir accepter notre remerciement. Je vous en et prie. de vous laisser partir tranquillement vaquer à toutes les occupations qui vont nécessairement apporter un journal très édifiant, celui de 19h, un autre très édifiant encore, celui de 20h. Bonne journée. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous quitte à l'instant. À demain. À demain, Théophile Vianney-Biya. Bonjour à ceux-là qui nous regardent depuis Montagnès, il y a 12 km des écarts. Merci pour la fidélité. C'est votre programme Espace Miné sur Info TV. Nous avons l'obligation d'accueillir le 4e invité sur ce plateau. Il s'agit du révérend Joseph Florent Ateba. Bonjour. Bonjour Ifangono, surtout bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est pour nous un immense plaisir d'être en compagnie de votre riche panel. Nous souhaitons tout simplement être à la hauteur d'un soulagement qu'attendent toute cette communauté qui ont mal en leur chair vis-à-vis de certains actes qui sont commis par des personnes dont la moralité, j'arrive, jette un peu le discrédit sur l'ensemble d'une communauté. Donc je voudrais simplement indiquer ici que je suis très heureux de faire partie de votre planète ce matin. Merci, je rappelle que vous êtes le leader des églises cathédrales de la foi immaculée. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous allons commencer tout naturellement avec Bernardo sur la revue de presse à nous livrée il y a quelques instants par Théophile Vianney-Biya. Une actualité phare, c'est celle du retour, d'après ce que nous disent Info Matin, le quotidien et d'autres journaux, le retour de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun. Il a été appelé illico presto par son pays après justement quelques brouilles dans l'affaire qui concerne l'affaire Savannah. Mais aujourd'hui, on nous signale que l'ambassadeur est de retour à la maison. On peut dire que tout est bien qui finit bien, parce que l'affaire Savannah
a jeté un gros malaise, un gros coup de froid sur les rapports diplomatiques, les rapports d'amitié séculaires qui ont généralement accompagné le tandem camerouno-tchadien. Donc clairement c'était malaisant, c'était délicat, puisqu'il faut savoir que la diaspora tchadienne la plus importante se trouve au Cameroun. Donc le nombre de Tchadiens à l'extérieur du pays en quantité très importante se trouve au Cameroun. Donc il faut quand même noter que le Cameroun est une seconde patrie pour les Tchadiens. Donc avoir des rapports froids entre ces deux pays-là n'était que de nature à complexifier l'avenir des citoyens tchadiens au Cameroun. Donc aujourd'hui que l'ambassadeur est revenu au Cameroun, cela prouve que le gouvernement central a pris sur lui de résorber la situation, d'endiguer le problème et donc de mettre sur la balance la gestion des équilibres, des intérêts entre le Cameroun et le Tchad. Donc aujourd'hui, on a clairement l'impression que la hache de guerre est enterrée. On en a même la certitude, vu que l'ambassadeur est revenu au Cameroun. Donc on peut se complaire de la situation et espérer de lendemain meilleur entre ces deux pays. On reste sur cette actualité, Bossal. On va dire quoi? Il était temps, il était indiqué, il fallait le faire aussitôt, même si on n'a pas fini par soigner toutes les blessures, s'il y en a encore. En fait, on va juste saluer la souplesse du président Mahamat Idriss Déby, parce que il a accepté, on va dire comme ça, les excuses du Cameroun. Les excuses du Cameroun? On va le dire comme ça, oui. Parce que le Cameroun avait à s'excuser, quelque part. Oui, c'est-à-dire au regard de l'actualité, c'est-à-dire brûlante. On a tous vu les faits, et d'après aussi les communiqués qui ont été pondus du côté du Tchad. Vous comprenez un peu. Donc c'est pourquoi je parle des excuses, peut-être pas dans le sens propre du terme, peut-être au sens figuré. Le président Mahamat Idriss Déby a été un peu souple et aujourd'hui on assiste donc à ce retour qui, ma foi, était temps. Oui. Et le Cameroun et le Tchad entretiennent de relations profondes. Donc, c'était vraiment malaisant, comme l'a souligné Bernardo Basson. Nous sommes tous réjouis parce que au Cameroun, on dénombre une forte communauté tchadienne. Ouais, c'est pas rien. Moi, j'ai grandi dans un quartier où je peux dire que la population était majoritairement constituée par des Tchadiens. Ils avaient même des cultes qu'ils tenaient à la paroisse catholique comment on appelle, Bonadiban, je vais dire ça comme ça. Donc c'était très important, c'est très important pour nous, pour les deux pays, que les relations d'amitié demeurent. C'est important pour que les relations d'amitié demeurent entre le Cameroun et le Tchad. Après justement cette brouille, les Réunionnais, on va dire, la hache de guerre a été enterrée. Bien sûr, vous êtes offusqué de ce que Olivia parle des excuses, bien évidemment. Peut-être que le langage de la diplomatie, pas peut-être, il est différent. Mais vous avez bien vu qu'il y a eu un balai diplomatique du Cameroun vers le Tchad. C'est avec des plis fermés. Les diplomates ont leur langage. Et le sommet, pas le haut sommet, le sommet de l'État a été représenté au Tchad. Ça veut dire qu'on a pris en compte les complaintes du Tchad. Maintenant, tout est bien qui finit bien. On n'a aucun intérêt à être en conflit avec le Tchad. Pas par peur. Les grands aussi peuvent éviter de faux conflits qui ne font que les rapetir. Nous sommes un grand par rapport au Tchad. Nous sommes un grand. Ça, il ne faut pas se le cacher. Quand on est grand, on est grand. Maintenant, il faut avoir aussi des attitudes de grandeur. C'est-à-dire éviter ce genre de choses qu'on avait dénoncées ici en d'autres temps. La paix est revenue entre de vieux frères. Le Tchad et le Cameroun, c'est de vieux frères. Le président Mahamat Idriss a bien agi et dans des temps raisonnables. Il n'est pas bon que la colère entre frères dure trop longtemps. Elle peut laisser entrer d'autres susceptibilités qui peuvent faire que des choses qui étaient pas si grosses que ça le deviennent avec le temps. Donc nous sommes heureux. Ce n'était même pas la guerre. Bon, c'est une expression française, la hache de guerre. Ce conflit latent a été endigué. Nous en sommes heureux. Heureux, j'imagine que c'est le sentiment aussi du révérend Joseph quand on regarde la fin de cette affaire Savannah Cameroun-Tchad. Absolument, Monsieur Fangono, d'autant plus que, vous savez, pour nous qui avons les habitudes de partir d'un point de l'Afrique à un autre, et justement, la relation qui nous unit, ou alors qui nous lie
au Tchad est une relation de fraternité. Alors, arrivé au terme de ce qui a constitué, on pourrait dire, les choux gras de la presse depuis quelque temps, mettait également à mal nous autres qui avons de la famille de ce côté-là, et avec l'annonce du retour sur le sol camerounais de l'ambassadeur du Tchad, c'est véritablement un souffle de soulagement pour une bonne partie de la communauté. Merci. Soulagement avec cette virgule et après on revient sur ce plateau. C'est justement à la place réservée à la dénonciation et vous le savez, celui qui tient les manettes de cet espace s'appelle Bernardo Basson. La dénonciation du jour. Alors, aujourd'hui, notre dénonciation s'adresse au ministère en charge des marchés publics. C'est-à-dire, elle n'est pas orientée contre le ministre, mais elle est à destination du ministère en charge des marchés publics. C'est une dénonciation qui est binaire. Donc, il y a deux éléments qu'il faudrait que le ministre observe de plus près, peut-être, pour le bien des Camerounais. Alors, des éléments qu'on a eus, parce que j'ai toujours dit ici qu'avant de dénoncer, je prends la peine d'enquêter pour ne pas avoir d'autres problèmes sur le dos. Alors, du côté d'Ombessa, près de chez Olivia, le 16 septembre 2021, la construction du marché moderne d'Ombessa a été attribuée à un prestataire. La durée des travaux devait être de 13 mois. On était le 16 septembre 2021. Donc 13 mois, on devait être en décembre 2022 ou novembre 2022. Jusqu'à aujourd'hui, en juin 2023, aucun parpaing n'a poussé. Est-ce qu'on s'est compris? C'est-à-dire, le marché a été attribué déjà à une entreprise dont je tais le nom quand même, par respect pour l'entreprise. Mais ce marché aurait dû être construit sur 13 mois. Et 13 mois plus tard, on n'a pas un parpaing du côté d'Ombessa. Donc peut-être la mairie de ce côté-là devrait expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas pour le bien des populations. Le second aspect de ma dénonciation concerne toujours ce côté d'Ombessa. Alors, la construction de l'hôtel de ville d'Ombessa a été attribuée à un prestataire en violation de l'article 88 du Code des marchés publics. Le ministre a été informé. Il a annulé ce marché qui a été attribué frauduleusement. Il a ordonné à la mairie de lancer un nouvel appel d'offres pour que l'hôtel de ville en tout cas soit construit. Sauf que la mairie de ce côté a violé la décision ministérielle, a engagé les travaux. Et aujourd'hui que le ministre a suspendu puis arrêté ses travaux, le maire a refusé de lancer à nouveau l'appel d'offres. Donc, on ne comprend pas bien. Ce qui fait que nos frères d'Ombessa, qui auraient dû avoir un hôtel de ville et un marché moderne, ne les ont pas parce que la mécanique d'attribution des marchés de ce côté-là ne répond pas au canon. Donc, nous pensons que le MINUMAP doit se saisir profondément de cette situation afin que nos frères de ce côté-là puissent être satisfaits. De plus en plus, quand on parle de décentralisation, on parle d'économie locale, il faudrait que les maires œuvrent pour construire des édifices qui vont aider les citoyens à mieux vivre. Et lorsque cela ne se fait pas, cela mérite d'être dénoncé sur Info TV. Et c'est ce que vous avez fait ce matin, très ravi de l'apprendre. Et surtout, quelques précisions qui me font comprendre que c'est une affaire que Olivia peut nous détailler très pleinement, parce qu'étant Roche de là, elle est pas Olivia, au regard de ce qui fait la dénonciation de Bernardo ce matin, qu'est-ce que vous en dites? 2 points. Nous avons le marché qui n'est pas construit. Nous avons le marché de la construction de l'hôtel de ville qui est passé peut-être sous des tables. Qu'est-ce qu'on se dit quand on se sent concerné? Mais monsieur Fang, on en permettait. Hein, oui. C'était pas fini? Non. Le montant du marché de construction de l'hôtel de ville. Non, du marché moderne de 2021, oui. Là, c'est 476 millions
481 137 francs CFA. Donc on est à plus de 500 millions de marchés. D'accord. Qu'un prestataire a gagné et on n'a pas un parpaing jusqu'aujourd'hui. Bien. Voilà pratiquement 500 millions qui sont dans le vent dans votre localité. Bon, c'est pas dans ma localité quand même. C'est juste dans les environs de ma localité, mais bon, je me sens concernée étant donné que c'est dans mon département. Voilà. En fait, c'est déplorable. C'est déplorable pourquoi? Parce que au Cameroun, on est champion pour le faux. J'ai envie de dire que ce prestataire peut-être est fictif en fait. C'est-à-dire que sur... Vous parlez duquel? Marché d'abord. Que ce soit celui du marché, ou bien vu qu'aucun projet, en fait, rien n'a été fait jusqu'ici. Que ce soit le marché, que ce soit l'hôtel de ville, rien n'a été réalisé. Ce sont des prestataires fictifs, de mon point de vue. Comment expliquer le fait que un marché vous est attribué et que même pas l'ombre d'un parpaing. Un seul parpaing n'a été déposé. En fait, vous comprenez que c'est un réseau qui s'est organisé et ils ont peut-être pris un frère ou deux frères, je sais pas, deux cousins, quelque chose comme ça, comme c'est le propre au Cameroun, on connaît comment ces choses-là s'attribuent et ils ont sorti un plan d'action, ils se sont mis d'accord. Ils ont décaissé l'argent, les fonds, et puis ils se sont partagés cela entre eux en arrière-plan. Moi, c'est comme ça que moi j'appréhende la chose. Maintenant, ici, ce que je vais faire, déjà, c'est déplorable pour les populations, je me sentais. Parce que si je me mets à la place d'Ombessa, c'est une ville assez, pas très riche. Moi, je me dis, peut-être c'était réjouissant pour eux de se dire que, bon, nous aurons un marché moderne, comme chez moi, en Dikinimeki, on a un marché moderne chez nous, et aussi un hôtel de ville. Chez nous, on a un hôtel de ville, et bien entretenu d'ailleurs. Ça leur a fait plaisir. Maintenant, j'interpelle ici le ministère des marchés publics. Je me demande bien comment se passe l'attribution des marchés publics. Est-ce que le ministre est au courant? C'est vrai que le ministre a trop de dossiers sur sa table, mais il est quand même important que quand il doit attribuer un marché, qu'il vérifie, du moins que ses collaborateurs, parce que c'est pas lui, mais avant de signer le document, même lorsqu'il a signé le document, qu'il prenne le temps de se rassurer de l'effectivité de la chose sur le terrain. Parce que c'est cela qui cause problème aujourd'hui. Donc voilà mon regard sur Merci. Prenons également le regard de Blériot Niemek quand on parle d'un marché qui avait été attribué depuis et dont les travaux devaient durer 13 mois. Nous sommes partis du 16 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes relativement le 9 juin, le 8 juin 2023. Ça fait beaucoup d'années, sinon beaucoup de mois. Je ne parle pas de semaines, mais jusqu'ici, même pas l'ombre d'un camion de sable. Ça fait 19 mois déjà, nous sommes à 19 mois. Voilà, c'est énorme. Et d'un autre côté, on a le marché qui devait aboutir à la construction de l'hôtel de ville des lieux. On baisse ça jusqu'ici, on ne sait pas là où on va aller célébrer les mariages. Bon, ben, vous voyez, les gens appellent de tous leurs voeux la décentralisation totale. Je dis souvent, si c'est avec ces gens-ci qu'on va faire la décentralisation. Vous parlez de qui? Les gens-ci. Et gens-ci, qu'on va faire la décentralisation. C'est peut-être bien que Biya et ces gens confisquent encore tout à Yaoundé. Parce que ils sont, je crois, 500 personnes à Yaoundé à gérer l'argent de l'État et de leur démembrement. C'est encore mieux. Parce que si c'est avec ces gens-ci ou ces gens-là, c'est-à-dire vos 360 maires et autres conseillers municipaux, conseillers régionaux, si c'est ces gens-là qui vont gérer la décentralisation, je crois que nous irons vers des catastrophes plus grandes. C'est-à-dire, on va juste ouvrir l'assiette du vol. Et le tribunal spécial, criminel spécial, n'aura même plus de place. Ce que vous dites me donne froid au dos. Vous parlez de 360 communes. Les conseillers municipaux y compris, et vous dites que... Si c'est ces gens-là, c'est ce que je dis, que si c'est ces gens-là qui vont gérer la décentralisation, ils sont à 7-8%, on a projeté 15%, mais ils volent déjà tout ce qui arrive là-bas. Si c'est à ce rythme-là qu'ils vont gérer notre décentralisation, il serait peut-être mieux que l'affaire reste à Yaoundé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les populations camerounaises doivent devenir des peuples.
Quand on le dit, ce n'est pas pour dire d'aller taper, d'aller casser. Mais les collectivités territoriales décentralisées travaillent en étroite collaboration avec les populations. Exact. Je ne sais pas ce que les populations font. On vient voir Bernardo, nous allons bavarder ici à Info TV, oui. Mais il y a un maire qui gère l'argent des gens à Ombessa, qui depuis 20 mois a refusé de construire un marché moderne. Je puis vous dire déjà que la plupart des maires, les populations ne savent pas comment les gens sont devenus maires chez elles. Si nous sommes ici, si on nous demande à chacun de citer le maire de son village, peut-être votre village dans la brousse, là, ça s'appelle... C'est Mayome Sala. Mayome Sala n'est pas dans la brousse. Mayome Sala n'est pas votre village. Vous avez votre village. C'est Mayome Sala. Vous donnez souvent... Bon, on va retrouver le nom de votre village, là. Vous avez... C'est le village de ma mère. Voilà, vous êtes Koumio Metatan. Voilà. Ça, c'est déjà pas bien. Hein? Je vous donne le nom de votre village. Je ferai tous les efforts nécessaires pour mieux le prononcer. Je dis Koumio Totan et vous parlez d'autre chose. Non, quand je vous le dis... À Koumio Totan. Quand je vous le dis, Jean-Bruno Ifangono, pour vous taquiner, c'est dire à quel point... Vous connaissez le nom du maire de ce village? De mon village? Oui. Mais c'est Christian Mébiam. C'est bien. Oh bien. Il travaille bien? Excellemment. C'est bien. Ok. Je crois que 360 moins 1, il reste 359. C'est gravissime. Si le vôtre, je crois que les populations de là-bas vous suivent. Hein. Ils vont réagir tout à l'heure. Faut pas qu'on nous écrive qu'on ne veut plus voir Ifangono à la télé parce qu'il vient mentir. Non, les gens qui gèrent nos communes sont des terroristes pour la plupart. Waouh. Des bandits de grand chemin. C'est pas vrai, Blériot. Ce sont quand même nos élus. Non, vous ne pouvez pas... Je dis que c'est des terroristes pour la plupart et des bandits. Je vous en prie, vous ne pouvez pas vous admettre de dire des mots aussi graves, aussi forts à ceux qui représentent... Le maire de Bessaï, quoi. Allons vérifier. Mais il y a le marché déjà. Voilà vos mots. Il y a le marché. On va aller vérifier. Est-ce que le marché a été attribué? Il a des documents. Est-ce que le marché a été attribué? Ça peut être un cas isolé. Non, non, Ifangono, ne jouez pas à ce jeu. Les téléspectateurs n'aiment pas ça. Surtout pas sur Espace Miné. Ne jouez pas à ce jeu. Voilà, c'est vrai que les marchés, la périodicité des marchés, les maîtres d'ouvrage nous ont donné l'habitude, nous ont habitués à ce qu'on multiplie au moins par 3 la durée déclarée. Il y a même un expert qui lui multiplie déjà par 50, celui qui fait l'autoroute Douala-Yaoundé. Voilà, lui il est de son côté. Il y a quelqu'un qui fait les choses comme il veut. Mais au moins, donner l'impression que ce pays est aussi le vôtre. On ne peut pas détester un pays à ce point et se prétendre élu du peuple. Je crains que la décentralisation soit un cimetière pour les collectivités territoriales décentralisées et pour les populations. Et si on va continuer avec cette affaire de manipulation des populations au moment des élections, vous devez subir ce qui vous arrive. Parce que vous-même, vous ne faites rien pour mettre à la tête de vos structures des gens corrects. Vous avez des conseillers municipaux qui sont tous corrompus. Lors de l'élection du maire, vous voyez un individu qui n'a pas battu campagne, qu'on n'a pas vu. On dit que c'est l'ordre est venu du comité central, l'ordre est venu de l'autorité de tel parti politique d'opposition pour vous imposer un maire qui n'a même jamais vécu dans votre localité. On a beaucoup de maires qui ne vivent pas dans leur localité. Ça c'est vrai. Alors, mais que disent les textes? Que disent les textes? En violation des textes, vous voyez des maires qui continuent d'avoir d'autres emplois. Ils sont toute la semaine occupés à Yaoundé, à Douala, au port autonome, en train de voler l'argent aussi là-bas, pour aller voler les quelques millions qu'on met à la disposition des populations. À ce rythme-là, nous allons vers le trou. Mais il faut changer le système tout entier. Parce que l'habitude de vol, je ne sais pas s'il faut appeler ça la kleptocratie, qui s'installe au Cameroun va nous amener vers des abîmes indescriptibles.
C'est aussi décevant de constater certaines attitudes de certains élus locaux, c'est vrai, mais d'une manière générale, on nous serait tous les condamnés du coup sous cet aspect des choses. Donc nous présente Ombessa. Monsieur Fang, oui. Si les maires vous donnent de l'argent, c'est votre problème. La plupart des maires du Cameroun sont des bandits. Je le dis comme ça. Vous insistez? Oui. Donc, s'ils vous donnent de l'argent, c'est votre problème. Ce sont les élus locaux. Ne sont même pas reconnus par leur population. Et ils n'aiment pas ces populations. Pour la plupart, c'est des bandits. Ok. Heureusement que vous avez déjà au moins ajouté la plupart. Ça veut dire qu'il y a une petite part qu'on peut extraire. Vous avez parlé de 360. C'est ça, c'est le nombre exact de communes que compte le Cameroun. Merci. Mais nous déplorons quand même cet aspect parce que Bernardo a été clair et nous rappelle que c'est pratiquement 500 millions qui ont été alloués pour la construction du seul petit marché d'Ombessa. Jusqu'ici, on a dit même pas l'ombre d'un parpaing, révérend. Oui, je voudrais déjà saluer le professionnalisme du journaliste, du reporter, qui a pris sur lui de jeter un pan ou alors d'ouvrir carrément sur la scène publique, sur le débat public, la question de ce marché, en l'occurrence. Alors, 500 millions, c'est quand même gros. C'est gros, sauf qu'on est un peu habitué à des montants assez faramineux en ce qui concerne la gestion de la chose collective au Cameroun. Moi, je voudrais porter un tout petit peu mon regard sur un tout autre plan, c'est bien celui de la formation. En mon humble avis, pour les hommes d'État, pour les hommes publics, dont j'ai parfois eu le bonheur ou la grâce de rencontrer, ceux qui ne savent même pas d'abord ce que c'est que la décentralisation. Ils ne savent pas ce que c'est. Et je voudrais ajouter à côté de ce type, les populations elles-mêmes. Vous voyez, on a été habitué à ce nom qui nous vient depuis le haut. Et pour ceux qui ont les habitudes du parti au pouvoir, on sait toujours que le candidat, la plupart du temps, qui est élu à ce niveau de l'institution, ne représente pas toujours forcément la volonté populaire. Pourquoi ? On va déjà commencer par observer que tout le monde ne participe pas au vote. Tout le monde ne participe pas au vote. Il y a une minorité, justement, qui parviennent au seuil de la qualité de conseillers municipaux. Mais est-ce que ces conseillers municipaux peuvent faire le poids vis-à-vis de ce grand nom qui vient de l'autre côté? Alors, je crois qu'on devrait trouver un moyen pour permettre de rectifier le tir, de former les populations. Et j'en appelle justement à la société civile qui devrait jouer son rôle parce que les populations, quelqu'un l'a si bien dit sur ce plateau et ça m'a fait beaucoup de plaisir en tout cas, c'est que les populations doivent pouvoir à un moment dire non, c'est pas ce que nous voulons pour notre localité, c'est pas ce que nous voulons pour notre département, pour notre arrondissement, pour être plus précis. Appelons les uns et les autres à revoir ce que c'est que la décentralisation. Les gens ont voulu qu'on court un peu plus vite dans le transfert des ressources, mais je me pose bien la question de savoir si on l'avait fait, où en serons-nous aujourd'hui? C'est-à-dire que ces premiers tares amènent les uns et les autres avec un regard un peu froid à se dire non, il faut qu'on revoie. Vous corroborez à ce que disait Bléreux tout à l'heure, parce que pour lui, il a une très grande inquiétude sur la gestion de l'affaire publique, parlant de la décentralisation, c'est ce que veut la décentralisation. Et il se dit, si tout de suite c'était le cas, on serait aujourd'hui en train de pleurer à chaud de larmes. Et si rien n'est fait jusqu'ici, pour les jours à venir, nous risquons d'aller à l'abîme. Absolument. C'est vrai que beaucoup de personnes ont, à travers des cris à tort et à travers, ont dit qu'il fallait qu'on passe tout de suite au transfert de ces ressources. Mais ce que nous vivons sur le terrain nous prouve qu'il y a de quoi avoir peur. Et comme Bléreux l'a dit, je partage totalement son avis. En se disant que il faut quand même qu'on commence à penser à une espèce de filtre sélectif
pour savoir qui arrive à la gestion des affaires à la gestion des affaires à la fois de la mairie, pour parler un peu du cas précis. Alors, vous imaginez bien, il a employé le terme bandit. Peut-être que c'est un terme qui me fait un peu avoir des cheveux qui poussent sur le crâne. Bandit, peut-être pas toujours, parce qu'il y a quelques exemples quand même qui se distinguent de ce lot. Cependant, j'appuie pour insister en disant, la plupart du temps, c'est un manque de formation. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Cependant, vous avez dit, Bernardo, parlant cette fois-ci du cas de la passation de marché sur l'hôtel de ville, c'était pratiquement avec son cousin ou bien son ami d'enfance. Puis le ministère de tutelle a réagi. Après, on a fait semblant d'ignorer sa présence. Jusqu'ici, c'est comme si on joue à la sourde oreille. Alors, sur le plan juridique, il n'y a pas beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des évidences, il y a des constances. On a le code des marchés publics qui régit la mécanique, c'est-à-dire de l'appel d'offres jusqu'à l'exécution du marché, avec les étapes successives qui englobent cette réalité-là. Donc, pour ce qui est du marché moderne d'Ombessa, le marché a été attribué, c'est-à-dire les étapes ont été respectées, le marché a été attribué, mais il n'a pas été réalisé. Et on se demande bien où sont passés les fonds. Et bien sûr, on en appelle à la vigilance du TCS, qui devrait bien sûr ouvrir grand les yeux pour tenter de voir plus clair dans cette affaire. Donc le maire, en principe, devrait être interpellé, devrait être convoqué pour s'expliquer. Concernant l'hôtel de ville, le maire a attribué le marché, peut-être à ses amis, peut-être à ses compagnons d'un autre genre que je ne connais pas, je le confesse ici, en violation de l'article 88 du Code des marchés publics. Cette opération d'attribution a été dénoncée par certains prestataires qui ont soumissionné. Au même marché. Cela est arrivé sur la table du ministre, qui a suspendu l'attribution de ce marché frauduleusement accordé le 24 février 2023. Et puis, le même ministre a annulé. Il a d'abord suspendu pour voir clair. Et puis, il s'est rendu compte qu'effectivement, l'article 88 a été violé. Il a donc annulé l'attribution de ce marché le 31 mars de la même année, donc 2023. Et il a instruit au maire de relancer l'appel d'offres pour que l'hôtel de ville soit construit du côté d'Ombessa. Sauf que... Attribué d'une façon claire et pour qu'il soit construit. Relancer le marché, comme je dis, le marché pour qu'il y ait des soumissions et éventuellement des attributions. Donc, cette affaire, malheureusement, semble être négligée par le maire qui, violant la décision du ministre, n'a toujours pas jusqu'à présent relancé l'offre pour la construction de l'hôtel de ville d'Ombessa. Vous voyez que c'est grave qu'un maire viole la décision du MINMAP. C'est grave. D'accord. Donc, sur le plan social, moi j'aime le dire ici sur le plateau, moi j'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup. Ce matin, il y a une phrase qui m'a captivé. Quelqu'un a dit, pour lui, la bonté est peut-être liée au niveau d'intelligence. Là, on ne parle pas de la bonté, là on parle même d'abord de la responsabilité. Lorsque vous êtes responsable, je l'ai dit ici il y a quelques jours, vous avez trois choses. L'obligation d'action, qu'on appelle la responsabilisation. L'obligation de rendre compte, qu'on appelle la redevabilité. Et l'obligation de bien faire, qu'on appelle la responsabilité. Mais là, on a un maire qui semble être irresponsable, et ce n'est pas insultant. C'est ce qui semble être le cas. Je disais que ce matin, j'ai entendu d'un aîné qui disait, pour lui, la bonté est intimement liée au niveau d'intelligence. Puisqu'il estimait dans ses méditations que pour le bien profite à tout le monde. Naturellement. Et en principe, l'homme intelligent ne peut pas se complaire, ne peut pas agir de façon méchante, de façon inopportune, parce que il fait du mal aux autres. Donc vous voyez que celui qui agit méchamment prouve juste qu'il est peu intelligent. Et donc, si on aura à travailler avec ces maires
qui pour certains sont peu intelligents, on ne peut pas migrer vers une vraie décentralisation. Donc, les populations d'Ambessa doivent tenir un conseil, désigner des mandataires, aller discuter avec le maire, lui dire, monsieur le maire, on a appris qu'il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Le MINMAP doit faire recours à l'article 194 du Code des marchés publics, à savoir retirer la compétence des marchés au maire et les donner soit à l'adjoint numéro 1, soit au préfet de la localité, pour qu'on soit déjà sauvé des mains de ce maire-là qui semble être vraiment acquis à des causes infortunes. Et pour finir, le maire doit s'expliquer par devant le TCS pour répondre de cette situation malheureuse. Bonjour Bruno et à ton riche panel. À mon avis, la dénonciation de ce matin devrait s'appuyer sur des faits sociaux et divers, poser des dossiers techniques dont on n'a pas la maîtrise exacte de tous les contours, ouvre la voie à des dérives et au sentiment de manipulation des personnes masquées. Attention, attention. Le message est signé par Émile Messi. Merci pour la participation. Bonjour à tous. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le ministre là a eu sa part. Le ministre là a eu sa part sur l'argent de ces marchés. Donc, faut connaître cela. Il n'y a que Dieu pour sauver ce pays. Par conséquent, prions, prions. Prions beaucoup. On a compris. Bonjour à tous sur le plateau. Ouais, Efangono, ouais. La dénonciation de Bernardo. Bernardo, tu vas loin pour dénoncer. Moi aussi, je vais dénoncer Bernardo qui ne balaie pas devant sa porte, mais a des gros yeux pour regarder loin. Vous avez auprès de vous des hommes et des femmes qui quittent leur naturel pour être purement artificiels, c'est-à-dire ceux qui se décapent et portent des ongles artificiels et autres. Soyez naturels et le miroir de la société auquel cas bientôt j'irai au Congo pour devenir comme les colons belges. Olivia, salut à vous. Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit. Merci. Bonjour à tout le panel. Merci et bonjour. Monsieur Fangono, vous parlez comme un RDPciste puisque la majorité des maires appartiennent au RDPC. Je savais que ma part allait arriver. Que non, je défends les élus locaux. Alors, ils ont le même comportement. Je suis du même avis que Blériot. Les maires ne peuvent pas faire l'affaire pour la décentralisation. Mais Blériot n'accuse pas les populations. Les maires élus n'ont jamais été leur choix. Ils peuvent faire quoi pour enlever le maire? La plupart, c'est toujours un ancien voleur qu'on a enlevé d'un ministère qui se retrouve à la mairie, toujours positionné par le RDPC. Quand allez-vous accepter que le Cameroun est dirigé par les sectes, les francs-maçons et autres qui n'ont aucun sentiment vis-à-vis des populations? C'est Marco depuis le Carrefour Nsam, comme le disait quelqu'un. De toutes les façons, bonne nuit. Mais moi, je dis toutes les façons, bonne suite d'émission. Merci à vous aussi. Seigneur. Bonjour Jean-Bruno et à ton riche panel, merci. Comme Blériot l'a dit, aucun maire ne sert sa communauté. Déjà qu'ils sont élus par défaut puisque les choix sont faits du plus haut par le comité central. Et le peuple doit choisir entre celui-là et le vote nul. Donc pensons à réclamer notre argent car ces gens ont déjà vendu notre pays tout entier. C'est Serge Thierry Fouet qui nous écrit. Il y a d'autres messages, je vous en prie, n'appelez pas. On est ensemble tout de même, mais vous devez le faire avec les messages exclusivement. Nous devons revoir la situation des maires au Cameroun. Nombreux sont parachutés à la tête des mairies sans avoir gagné à la régulière. Et du coup, on s'en fout des populations. Monsieur Bruno et Fangono, allez voir l'état de la route qui mène à la mairie d'Obala. On dirait le tronçon Garouanga-Oundiri. On se pose des questions. Si cette ville a un maire, la question reste posée. Apparemment, monsieur le maire est aussi employé au port autonome de Douala. Ainsi va la République. C'est Gauthier depuis Mendon qui nous écrit. Merci, ça c'est une autre information aussi. Je ne savais pas qu'il était employé du port autonome. Bonjour à vous. L'hôtel du Comice de Bolova depuis 12 ans, promis par monsieur le président lui-même. Le stade de Bafoussam depuis 40 ans. Le camp Sik de Kounou depuis 14 ans. Je pense aussi à citer d'autres cas comme ça. Les populations d'Obala pleurent quoi? La mairie de Yaoundé 5e ici en Kolmesen depuis 12 ans à Obala. Ils sont seulement à 3 ans
et ils pleurent. On a dit on baissa pas au bala. Par contre, il faut également savoir que 9 fois sur 10, les fonds n'arrivent pas, même après la passation de marché. C'est Alain Dessources qui nous écrit. Bien, on va faire un petit jeu, essayer de prendre quelques réactions encore sur le plateau, parce que à 11h00, on aura notre partenaire qui viendra nous expliquer un certain nombre de faits de Canal+. Au lieu de vous passer la parole, je préfère rester avec les messages. Bonjour à tout le panel, excellente préoccupation sur la dénonciation. Blériot, tu as tout le long de ton développement ainsi sur l'intérêt des populations, tout dit, tout oui pour le marché, mobiliser autant de millions pour un hôtel de ville. Il peut être difficile de ressortir les intérêts des populations qui croupissent dans une extrême misère. Merci, c'est Pascal O qui nous a écrit ce matin. Merci également à vous, très cher Pascal. Bonjour à tous sur le plateau d'Espace Mini. Ce que Pierre Blériot-Niemek dit sur les élus locaux est la vérité, où je voudrais qu'ils comprennent tout simplement que c'est le gouvernement central qui place ces gens là où ils sont. Il est important que notre pays soit nettoyé à partir du haut. En ce moment, nous aurons la possibilité de choisir les humains pour nous diriger localement. C'est Hilaire de Niga qui nous a écrit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Le véritable problème du Cameroun est que on analyse toujours les problèmes du mauvais angle, et ce qui est voulu par le système en place. Le schéma est assez simple. Pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. Pour avoir la carte d'électeur, il faut avoir la CENI, et tout ça, vous le savez que le chemin de croix il faudrait faire pour obtenir la CENI au Cameroun reste aussi un caillou dans la chaussure. Cherchons les causes plus loin que ça. Et M. Niemek est assez aigri pour le savoir. Non. Et monsieur Niemek est assez aguerri pour le savoir. Votre correspondant depuis Douala, Wilfried Takam. Nous avons déjà un autre correspondant à Douala. C'est maintenant que je suis au courant. Juste une petite transition pour prendre notre partenaire. La suite de votre émission, mesdames et messieurs, c'est bien sûr avec quelques précisions que nous voulons donner sur les réactions des uns et des autres pour faire le dernier tour de table avec nos différents panélistes sur la dénonciation du jour. Qu'est-ce que nous allons faire rapidement? Nous prenons ces messages, notamment celui de Magnek qui nous écrit ce matin. Oh là là, je ne savais pas qu'il avait réagi autant de fois. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. À mon avis, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je voudrais avoir le numéro de monsieur Blériot-Niemek. Cet homme est fort. Il serait un bon président de la République, vivement qu'il crée un parti politique. Je suis son premier sympathisant. C'est Narcisse depuis Batier. C'est toujours ce Narcisse qui revient, on a compris. Il est vraiment décidé d'être le premier sympathisant du parti politique de Blériot-Niemek, dans l'espoir qu'il ne fera pas des communes où on ne voit pas la construction de l'hôtel de ville. Bonjour Bruno, j'admire votre illustre panel. Au plus tard, j'enverrai à Blériot mon heureux anniversaire pour une bonne dégustation des urines du lion, où se cachait la bellissime colombe Olivia. TVB dans des attitudes oratoires avec aptitude à charmer des colombes. Savannah, une image fustre littéraire du maître corbeau et du renard dans des enjeux d'intérêt mafieux. Heureusement, le vieux dans des stratégies calmes. Le fiston, marché public au lieu du clan des Siciliens pour une véritable impasse. Ce message est signé par quelqu'un dont l'écriture est reconnue. Il s'agit naturellement de Masok Thomas. Bonjour à tous mes frères. Les maires ont les godasses. C'est lui-même qui gagne ces marchés-là. Il veut dire que c'est le maire lui-même qui a gagné les marchés. Voilà pourquoi ça tarde à pousser. Bonjour à tous sur le plateau. Des milliards et encore des milliards. Vous connaissez le problème de la commune de Yokadouma et les milliards qu'elle a reçus des forestiers. Non, la décentralisation risque d'être un leurre. Allez voir la ville de Yokadouma. C'est Jean Détoudi qui nous écrit.
Merci à vous, Jean. Bonjour à tout le panel. Je salue la dextérité des mots de Blériot Niemek ce matin, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour la suite? À Obala, nous avons le mot de Blériot, doublé de sorcellerie, quel que soit l'aspect de la vie publique d'Obala, vous ne pouvez pas ressentir la présence d'un maire. Et j'interpelle Bernardo pour une enquête dans les différents points de ressources de la ville sont partagées et sont gérées à la guise de chacun pendant que les populations croupissent dans la misère. C'est Serge d'Obala qui nous écrit justement. Merci à vous, très cher Serge, ce matin pour votre participation. Il y a d'autres messages que nous ne pouvons malheureusement pas continuer à prendre parce que j'ai dit et j'ai promis quelques prises de parole à mes panélistes. Je commence par vous, la colombe, Olivia. C'est cette appellation et cette qualification qu'on vient de vous donner il y a quelques instants. Masok Thomas, bien, qu'est-ce qu'on se dit? On a le marché qui n'est pas construit, marché moderne. On a l'hôtel de ville dont on ne sait pas comment ça va se passer parce que on a demandé à ce que le marché soit retiré et que l'appel d'offres soit encore placé pour tout venant. Mais jusqu'ici, le maire joue à la sourde oreille. Quel conseil pour que Ombessa gagne son marché et son hôtel de ville à la fois? Le conseil que moi je peux donner, c'est qu'il faut que l'opération épervier arrive de ce côté-là. Et que le maire et tous ses complices soient tous dénichés puis envoyés en prison. C'est ce que moi je veux dire. Du coup? Ouais. Wow. C'est-à-dire que, bon, non, suivant la procédure, hein, je suis parti dire qu'on va les porter et puis on va les jeter en prison, mais suivant la procédure. Bonjour les démineurs, moi je ne vois pas où est le problème. Ça aura été surprenant de voir le projet réalisé. Au Cameroun, il faut être surpris quand les marchés d'une mairie sont livrés à temps. D'ailleurs, c'est même dans quel secteur que les marchés sont livrés à temps. Allons seulement Edjimbi. Jean de l'ange gardien d'Olivia depuis le Kansik Messa. Je vous passe la parole, Blériot. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a justement fait le libellé et même faire passer au pain fin tout ce qui se greffe dans la gestion de la commune d'Ombessa, notamment pour le marché, mais aussi pour l'hôtel de ville des lieux? Ombessa a été épinglé aujourd'hui, mais beaucoup de téléspectateurs vous disent que c'est quasiment le cas un peu partout. On nous fait également remarquer que les maires sont souvent cooptés. On vous a dit que le maire d'Obala travaille, Ombessao Obala travaillerait au port travaillerait au port autonome. Lorsque vous voyez des gens qui n'ont jamais eu de soucis pour leur population devenir maire, un maire c'est qui? C'est un élu local qui se soucie du développement de sa localité. Mais vous n'allez pas développer une localité dans laquelle vous-même vous ne voulez pas vivre. On vous parle de la route qui va à la mairie d'Obala. Mais ce n'est pas qu'Obala, allez voir partout. C'est comme si leurs amis leur ont dit, toi aussi va prendre ta part là-bas. Et puis, le TCS doit se saisir de tels dossiers. Nous devons dénoncer et ça doit suivre. Quand ça se passe bien, Bernardo avait dénoncé ici le cas d'un jeune footballeur qui ne s'occupait pas de son enfant. Un enfant drépanocytaire qu'il avait eu avec une jeune fille. Nous sommes heureux aujourd'hui, Bernardo, de le dire. Ce jeune footballeur a pris langue avec Bernardo et a commencé à s'occuper de sa fille. Il a déjà envoyé 200 000 francs pour commencer à montrer sa bonne foi. C'est le but de la dénonciation. Que le voleur arrête de voler, que le méchant arrête de faire la méchanceté, que l'adultérien arrête de faire l'adultère, ainsi de suite, monsieur Efangono. Exact. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau, à vous-même, monsieur Efangono, pour la dénonciation du jour. Le refus du maire de refaire un DAO signifie que la commission communale de passation des marchés veut biaiser l'appel à concurrence. Le constat du non-démarrage des travaux signifie probablement que l'entreprise ayant été choisie dans le premier appel à concurrence biaisée selon le Minmap n'est certainement pas en capacité financière de mener les travaux. Pour l'argent du marché, il est logé dans le budget d'investissement de la mairie de l'exercice considéré et ne peut être décaissé par le prestataire qu'en partie et progressivement selon le niveau d'avancement des travaux ou bien ne peut être décaissé par le prestataire totalement qu'après réception du livrable. Pour résumer, l'argent ne peut pas avoir été décaissé par le prestataire qui n'a engagé aucun travail. C'est Blaise Sida qui nous le dit. Votre mot de fin sur la question?
Mais disons révérend. que, merci une fois de plus de me passer déjà la parole. Il faut dire que l'ensemble des populations, tout au moins les téléspectateurs qui nous regardent, sont en phase avec ce qui est dit. Je relève pour ma part simplement que arrivent à ce niveau de gestion des biens collectifs des personnes qui ne sont pas la volonté manifeste des populations. Ça, c'est un premier plan. Le second, c'est que, et bien évidemment, ne vivant pas dans ces localités, ne peuvent pas être au parfum des volontés populaires et de ce qu'il faille faire. Je conclus en disant que c'est pourquoi je continue d'appuyer en disant il faut former, il faut se faire former. Voilà. Merci. Bernardo, tu es mon ami, mais demain, je vais te dénoncer. C'est Paul de Ouagadougou. Vous connaissez. Conclusion, Bernardo. Personnellement, Paul, c'est mon frère. On est frères. Alors, ce que Paul Sid a dit dans son message est ce qui se passe dans un environnement normal. J'ai l'impression que Paul oublie que dans ce pays, il y a parfois des choses qui se font subtilement, intestinement, et qui empêchent quand même de voir la réalité telle qu'elle est. Donc, clairement, ce que moi je peux dire, c'est que je reste sur la posture de juriste, parce que je pense que sur la posture sociale, M. Niemek et les autres l'ont dit. Sur le plan juridique, il faudrait, qu'on retire la question des marchés à ce maire-là, et deux, que le TCS se penche sur cette affaire de façon sérieuse. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau, Monsieur Fangono. Pourquoi voulez-vous museler l'homme le plus intelligent du Cameroun? Tous ces maires sont le mot de Blériot, sans exception, et les populations prient le président de la République de nous laisser souffrir encore sans ces maires. C'est Williamson, Stamnestman, le Bengbissien, ça se comprend à ce niveau-là. Merci aussi pour votre réaction. Il a dit ce qu'il pensait, parce qu'il est libre de faire ses déclarations. Monsieur Niemek, vous êtes très super. Vous écoutez, mais laissez Eto tranquille. Vous avez parlé d'Eto aujourd'hui? Ou bien à vous regarder seulement dès que ce monsieur pose les yeux sur vous, il pense à ce que vous avez dit auparavant sur Samuel Eto. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de votre programme Espace Miné sur Info TV, et sans transition, nous abordons le sujet majeur de notre émission de ce matin. Il s'agit nettement de s'interroger sur la vie que mènent ceux qui sont là, placés devant nous et qui doivent être considérés comme lumière, le sel du monde. À parler des prélats. On nous parle de la suspension d'un prélat dans un coin du pays pour acte de pédophilie. Je commence inévitablement par vous, révérend, quant à cette situation. Voici que l'un des vôtres a été suspendu parce que des plaintes ont été formulées à son encontre et qui parlent de lui comme étant un maître de la pratique mise en cause. Tout de suite, vous voyez que je perds un tout petit peu mon latin pour dire que je compatis à la douleur des familles qui ont longtemps souffert par ce type de personnage. Je voudrais quand même dire, si vous le permettez, M. Fangono, que... C'est vous qui avez la parole. Voilà. Cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, est bien connu. Et la localité est celle des DA, où il y a eu plusieurs accusations, des faits de pratiques d'abus sexuels sur mineurs. Je voudrais simplement, au nom de notre communauté, dire que on arrive là à un événement historique également. Parce que depuis le 20e siècle, il faut dire que l'Église catholique est secouée par des révélations de ce genre, sauf que les victimes ont toujours pas eu gain de cause, c'est-à-dire que se sont pas fait entendre, parce qu'il y a une certaine, au niveau de la hiérarchie de l'Église, qui avait estimé que cela pouvait jeter du discrédit vis-à-vis de cette personnalité morale, a fait en sorte que beaucoup de personnes ont continué de souffrir. Aujourd'hui, avec la suspension de cet abbé par Monseigneur Jean Bosco Ntep, ceci vient permettre donc à une certaine partie de la population, ou alors certains chrétiens, qui s'étaient un petit peu éloignés de la maison du Seigneur, à se dire, tout le monde n'est pas toujours d'avis que les plus forts continuent de taper et de maintenir dans la soumission
dans l'esclavage même les plus faibles. C'est déplorable de le dire, mais on va quand même profiter de cette tribune pour dire que des exemples pareils, nous pensons que cela est la bienvenue et va redonner confiance et va permettre donc à l'Église de notre Seigneur de pouvoir être au contact de nouveau avec les fidèles. Oui, Blériou Niemek, voilà une situation qui nous interpelle parce que pour certains, l'Église reste la référence, reste même l'abri pour tout humain qui pense que croire en Dieu, c'est une autre vie et que ce n'est que par là qu'on peut avoir tout ce qu'on a besoin, même pour la vie de l'au-delà. Mais aujourd'hui, on a ces vents qui nous parviennent et qui nous font avoir peur parce que là, c'est un acte de pédophilie qui a été clamé et qui a justement conduit à la suspension de tout un prélat. J'ai lu un livre récemment qui parlait profondément des pratiques sexuelles au Vatican. Et de ce livre, il ressort que la pédophilie, qui est des abus sexuels sur mineurs, la pédérastie, qui est le fait pour des hommes entre eux d'avoir des rapports sexuels, sont des pratiques qui sont permanentes depuis beaucoup d'années au Vatican. Au Vatican. Le livre, il est là, il a fait les choux gras de beaucoup de presse. L'auteur a mené une enquête sur une vingtaine d'années avant de le publier. Wow. Et les plus récentes sorties du pape François Ier nous ont laissé croire que l'Église catholique romaine n'est pas contre les homosexuels. Et bon, les homosexuels ne sont pas les pédophiles. Il y a les pédophiles, ceux que vous appelez au Cameroun les pédés en français, c'est ceux qui vont homme-homme. C'est eux, oui, le diminutif c'est les pédés. Maintenant les pédos, c'est ceux qui vont avec les petits-enfants. Mais très souvent, ces gens ne sont pas éloignés. Très souvent, ils ne sont pas éloignés les uns des autres. Ils sont dans un grand groupe souvent. Donc l'Église catholique, au niveau de son sommet, ne semble pas être très opposée à ces pratiques. Même si elle l'est verbalement, il se trouve qu'elle est très souvent épinglée dans ces pratiques. Donc, qu'est-ce que je vais dire aux populations camerounaises qui disent avoir peur? J'ai observé, je suis né en Vogada, à côté de la chapelle Vogada, que la plupart d'enfants qui se rapprochaient beaucoup des prêtres devenaient un peu bizarres. Ah bon? Donc, je ne conseille pas beaucoup aux enfants, aux parents, d'envoyer leurs enfants auprès de ces gens-là. Je ne leur donne pas ce conseil. Pas beaucoup. Enfants confondus. Je dis que je ne conseille pas beaucoup aux parents de mettre leurs enfants. Il paraît que les loups sont entrés dans la bergerie depuis longtemps. Et quand vous laissez les agneaux à côté des loups, dans la nuit, les loups se lèvent et mangent les agneaux. Donc, il faut faire très attention avec ces gens qui ont souvent l'air très pieux, calmes, doux, avec un langage bien articulé, une diction très claire. Souvent de nuit, c'est des sépulcres blanchis. Celui qui a été épinglé là ne représente rien par rapport à la masse critique. C'est qu'en fait, moi, comme je suis un peu bizarre, évoquer ça comme ça, parlant de l'Église catholique, c'est prendre des risques. Parce qu'il paraît au Cameroun, il ne faut même pas parler de l'Église. Elle est tellement puissante. Mais elle n'est pas la seule dans ces pratiques-là. Je dis qu'il y a des enquêtes documentées. On peut se retrouver au tribunal, les catholiques et moi, et je leur lis les noms des cardinaux dans le monde. Je ne parle même pas des évêques. En France, c'est légion, partout. Et on veut nous imposer ça. C'est des pratiques qui ont été colportées, qui ont été ramenées avec la colonisation. Et on va toujours vous dire une bêtise. Non, l'homosexualité existait en Afrique. Mais c'est des pratiques condamnables. Si elle existait, l'homosexualité en Afrique, nous n'avons même pas de mots pour désigner cette chose-là dans nos langues. Donc il y avait des sorciers, des imbéciles qui pratiquaient leur sexe dévoyé sur des petits-enfants. Mais c'est des malades. Quand on les attrapait, on les excluait de la société, on les castrait. C'est ce qu'on faisait. Quand on attrapait un homme avec un homme, on castrait les deux hommes parce qu'ils ne savaient pas utiliser l'organe que Dieu leur a donné. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisions. Maintenant, on vient, on vous met là dans les choses, on dit non, vous savez, les sexualités alternatives, un homme qui assouvit ses besoins
sur les petits-enfants. Moi, je connais la Bible. Hein. Je peux même m'inventer de la connaître beaucoup. Vous entrez dans le livre de Lévitique et vous verrez que ces pratiques sont condamnées. Et la Bible dit en Lévitique 18, verset 18, ces personnes qui les pratiquent sont en abomination à l'Éternel. Alors quand le pape ne dit pas que ces gens sont en abomination, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ah bon? Non, du coup. La Bible dit qu'ils sont en abomination à l'Éternel. Je ne sais pas si le révérend va... Ce ne sont pas les... On n'est pas enfants, ils sont des créatures de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont les enfants du diable. Parce qu'il y a une parabole de Jésus qui dit que pendant que le semeur semait au long du chemin, quand il avait fini de semer, l'ennemi est venu dans la nuit. Et dans le même champ, il a semé autre chose. Les serviteurs sont venus au matin demander au maître, n'avons-nous pas semé que du bon grain? Maintenant, il se trouve aussi de l'ivraie. Permets-nous d'aller enlever l'ivraie pour ne laisser que le bon grain. Le maître leur a dit, non, laissez croître ensemble l'ivraie et le bon grain. Donc l'ivraie n'a pas été semé par le maître. Si un homme normal a des désirs sexuels sur les petits-enfants, c'est un malade mental. Il faut l'amener à l'hôpital, Jameau, le soigner, parce qu'il souffre. Et je vais vous dire que jusqu'à il y a moins de 20 ans, l'OMS reconnaissait ces pratiques comme des maladies mentales. C'est la puissance financière américaine qui a demandé à l'OMS de retirer l'homosexualité parmi les maladies mentales. Moi, quand j'apprenais la philosophie, on présentait ça comme une maladie mentale. C'est une maladie mentale, il faut qu'on dise ça aux gens. C'est une maladie, c'est une inversion sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut, le cerveau a tourné, il est offusqué par les noires vapeurs de la bile. Il faut leur dire cela comme ça, même si on dit qu'ils sont devenus puissants, je ne vois même pas leur puissance. Parce que quand on s'assoit de côté, on n'est pas puissant. Blériot Niemek. Donc, vous les distinguez par leur façon de s'asseoir. Merci déjà pour cette formule-là. Mais ça fait rire, mais sinon, nous sommes là devant un fait très sérieux, puisqu'on parle des prélats. Je pense que c'est encore très bien dit comme ça, pour insister sur le fait que ce n'est pas qu'une affaire catholique, le disait encore Blériot Niemek. Toutes les obédiences religieuses aujourd'hui confondues semblent présenter des pas qui nous font croire à des actes néfastes, le cas que nous avons sous la main aujourd'hui. Je suis content que M. Niemek ait parlé avant moi parce que il sait, il connaît beaucoup de choses. Il a éludé un aspect et je lui demande subtilement, il me comprend, si je vais loin qu'il me rattrape. Il y a 3 raisons pour lesquelles ce genre de choses existe. Il n'y a pas que l'Église catholique comme vous le dites, c'est partout, la société classique. Premièrement, il y a le vice qui naît en l'homme, c'est-à-dire l'émanation interne des penchants pervers, parce que l'homme est bon comme mauvais. Donc parfois le mauvais prend le pas sur le bon, naissent les vices qui nous permettent d'agir de façon plus ou moins contre-morale. Et donc ça peut être un monsieur qui est tombé sous le coup du vice. La deuxième raison, c'est le fait d'être mal habité. Il apparaît des troubles psychologiques ou psychiques, ou alors la possession. Parfois, on est habité par des entités, par des forces. Même quand on se fait appeler homme de Dieu. Oui, c'est possible. On peut être homme ou Dieu. Ouais. Parce que justement, certains ne sont hommes de Dieu. Je dis bien certains ne sont hommes de Dieu que de façade. Substantiellement parlant, il n'y a rien. Vous voyez. Donc, ils sont odieux. Oui, ils sont odieux. Parfois, on est mal habité ou on est mal accompagné. Et donc, ces éléments internes ou externes nous conduisent à avoir des pratiques très particulières. Le troisième aspect également qui n'est pas négligeable, c'est l'aspect de la magie sexuelle. Et il sait. C'est-à-dire, je ne vais pas aller jusqu'à l'interdit. Mais quand on fait certains travaux ou quand on a accès à certaines choses, on ne voit plus certaines choses comme les autres. Alors, vous devez savoir que, à certains moments, après le rapport sexuel, le drap qui est sur le lit peut être utilisé comme une toile sur laquelle on fait des peintures, des symboles ou des scènes symboliques. Et cette peinture devient vivante par une action magique particulière. Ça, c'est la magie. Il sait de quoi je parle. Voilà pourquoi je dis si je vais loin qu'il m'arrête. Deuxièmement, il faut savoir que la magie sexuelle est très pratiquée sur les enfants. Parce que la magie sexuelle, c'est le sexe qui est contrôlé. Généralement, le sexe, à un moment donné, se pratique
de telle sorte qu'on perd un peu le contrôle. Tandis qu'il y a une pratique magique par laquelle on garde le contrôle, on utilise l'énergie sexuelle pour la recycler, développer l'intelligence, conjurer des choses, développer d'autres choses, avoir des choses positives, des choses négatives. Ça se fait régulièrement sur des êtres relativement purs, donc jeune fille ou jeune garçon. Monsieur Yémek également le sait, il a éludé. L'autre aspect le plus important, c'est que il y a deux principales formes de magie. Bon, les profanes disent magie blanche, magie noire et tout ça. Non, il y a la magie. Maintenant, il y a la magie cérémonielle. Prière, incantation, invocation, conjuration, évocation. Et il y a la magie sexuelle, qui est beaucoup plus rapide pour avoir accès à certaines choses. Vous voyez? Donc, beaucoup de personnes qui sont membres du prélat, qui sont des prélats, ne sont pas que dans l'église. Beaucoup associent à leurs travaux d'église d'autres travaux particuliers. La face de l'iceberg. Qui leur permettent d'avoir des aspirations particulières. Et donc, pour cela, elles utilisent soit la magie cérémonielle qui est structurée et qui est longue, soit la magie sexuelle qu'il faut maîtriser parce qu'elle est très subtile, très fine et pour avoir accès rapidement à des choses. Donc, moi, je dis deux choses. Premièrement, vos enfants et vos femmes, éloignez-les de certains prêtres, de certains pasteurs, de certains marabouts qui sont véreux. Je dis bien certains, je ne dis pas tous ne sont pas faux, tous ne sont pas bandits. Il y en a qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Il faut le dire. Deuxièmement, pour les Africains comme moi, scellez vos enfants. Protégez vos enfants. Parce que le monde se gâte, tout le monde veut l'argent et on est prêt à tout. Il faut savoir que le premier support de magie, c'est le corps humain. Le reste, ce sont les élémentaux, vous voyez. Donc, parfois, vous entendez trafic d'organes, trafic d'ossements, des trucs comme ça, parce que ce sont les éléments magiques. Ce qui fait que, sceller vos enfants à tel point qu'on ne peut jamais être complètement scellé. C'est donc que pour que quelqu'un ait accès à eux, qui travaille quand même beaucoup. D'accord. Donc, protégez vos enfants, balisez-les. Parce que beaucoup de personnes semblent être douces, mais dans le fond, font des pratiques que vous n'imaginez même pas. Bien, Olivia, on a toujours tendance à le rappeler parce que d'ailleurs, c'est ça la vérité. L'Église est restée, ou alors serait restée jusqu'aujourd'hui, le seul abri. Mais quand on a ces cas qui nous parviennent, on a le droit de s'interroger en tant soit peu. On parle d'un prélat qui est suspendu par sa hiérarchie parce que acteur majeur des actes de pédophilie. En fait, ça inquiète toutes les personnes qui se disent que on trouve Dieu ou alors définissent l'Église comme les quatre murs. C'est-à-dire, nous sommes dans cette pièce ici. Il y a une différence. L'Église, c'est un ensemble de personnes. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'époque, quand on lit les évangiles, Pierre, Jean, Jacques et tous les autres là, ils se réunissaient, ils formaient l'Église. Les quatre murs ne représentent pas l'Église. L'Église peut être en plein air. L'Église peut être en plein air. C'est-à-dire, moi, c'est pourquoi la parole de Dieu, Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes sont assises en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça, c'est l'Église. Oui. Et ça, c'est la vraie Église. Et l'Église, c'est quand on partage les valeurs de la parole de Dieu. Quand on est en dehors de ce que disent les évangiles, les saintes écritures, on n'est pas un homme de Dieu, on n'est pas un homme d'église. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui ont été construits, érigés, et à l'intérieur, on y a sauvegardé ou gardé des loups dévoreurs. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces 4 murs pour avoir des appâts. Et ces appâts sont ces enfants. La plupart de ces gens, la Bible est claire sur ce sujet. Elle dit, on reconnaîtra un bon arbre à ses fruits. Alors, je prends le cas de ce prélat qu'on a suspendu. Ces fruits, ce sont lesquels? Moi, prélat, déjà, il est interdit, sous réserve du révérend. Je sais que les catholiques ne se marient pas, ils n'ont pas droit à aller avec des femmes et autres, etc. C'est interdit. Déjà, faire cela, c'est une forme d'offense à Dieu. Bon, on peut comprendre, c'est une erreur. Ça peut arriver. La chair est faible, comme elle-même la parole de Dieu le signifie. Maintenant, pousser jusqu'à arriver au stade de pédophilie. Le plus souvent, c'est loin d'être un vice.
de ma petite expérience et de ce que je connais des Écritures, c'est très souvent loin d'être un vice. C'est beaucoup plus lié et relié à des pratiques magiques. Parce que ces petits-enfants sont des êtres purs, comme l'a souligné Bernardo. Alors quand ces personnes vont, ou alors si c'est papa, je sais pas, ces hommes d'église, ces pseudo-hommes d'église, parce que moi je suis pas adepte des noms, honnêtement. L'homme d'église est celui qui donne envie, qui est un exemple. Et cet exemple, pas cet exemple qu'il construit, mais est cet exemple selon la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est son miroir. Donc, si on prend les Écritures, on les pose, et on prend sa vie, on relie les deux, et que les deux vont ensemble, on dira donc que c'est un homme d'église. Donc, pour moi, ce prélat n'est pas un homme d'église. Pour moi, ce prélat, il est tout sauf un enfant de Dieu. Il est tout sauf un bon berger. C'est un loup dévoreur. C'est un agent du diable. Et ces personnes, au-delà de la suspension, c'est un problème criard dans l'Église catholique. C'est vrai qu'on l'a évoqué, on a évoqué que les églises, il y a d'autres églises, d'autres obédiences, les pentecôtistes et autres, c'est vrai, mais c'est très peu observé de ce côté. Les catholiques, je me rappelle, depuis que je suis entré à l'Estique en 2010, on relève problème de pédophilie aux États-Unis, problème de pédophilie ici, problème de pédophilie ici, problème de pédophilie. Et vous voyez, pour couronner le tout, nous avons un pape qui est ce qu'on appelle le chef de l'Église, qui nous fait savoir que il tient des propos à caractère qui est ambigu. L'Église catholique est un manoir, un temple de Satan. Aïe, aïe, aïe. C'est pour retirer. Non, je retire mes mots. Je retire mes mots. Je retire mes mots. Je voudrais bien que ça. Mais non, ce n'est pas pour dire que c'est pas pour stigmatiser en toute honnêteté. C'est-à-dire que je m'appuie juste sur des faits, des informations et des faits. C'est tout ce que je dis, vous voyez. Voilà. Oui. C'est pas pour stigmatiser. Les mots ont été retirés. Non, tout ce qu'il y a des catholiques qui nous regardent, c'est pas pour vous stigmatiser en toute honnêteté. Merci. Voilà. Bonjour à vous le panel. Moi, j'ai une pensée pour vous sur le plateau. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour ce message que vous passez à la jeunesse camerounaise, car ils sont beaucoup qui ne connaissent pas, parce que grâce à vous, l'éducation se fait comprendre. Je suis à la maison avec des enfants. Ils sont en train d'écouter ce que vous dites et ils sont très fiers de l'entendre et que vous êtes en train de dire pour eux, car ils ne vont plus aller s'amuser avec ces hommes de Dieu n'importe comment. Merci à vous. Moi, c'est Martial depuis Bafoussam. Merci à vous, Martial, d'avoir pensé. Je voudrais glisser justement un mot à ce parent-là. Oui. Un monsieur que je côtoie au quotidien. Je suis allé chez lui un matin parce que des fois, il m'amène ici à l'émission. Je l'ai trouvé en train de discuter de spiritualité avec son fils aîné. Son fils mangeait, il était assis, il lui parlait, l'enfant écoutait, l'enfant posait des questions. Je suis resté calme. J'ai apprécié. Parce que de nos jours, le voile est déchiré, tout est dévoilé. Prenez la peine d'éduquer vos enfants. D'accord. Vraiment. Aux parents qui nous écoutent, éduquez vos enfants. Rebonjour à vous, à la Damawa, dans le Mbiri, les prêtres catholiques ont fait pire. J'en sais quelque chose et à mon sens, ils ne servent point Dieu. Il s'agit de purs magiciens. C'est Étienne Medio depuis Bolova. Merci à vous. Bonjour à vous sur le plateau des démineurs. Merci. Le message paraît long. On va le retrouver en intégralité. Pour ma part, pourquoi pensez-vous que les maires du Cameroun en général et ceux du RDPC en particulier fassent du bon travail lorsque les interpellations n'interviennent qu'au moment où le fauteuil présidentiel est menacé? Que sont devenus le Covid-Gate, la Can-Gate et toutes les gates? Personne n'a plus peur du TCS, même de la CONAC et autres. Ils savent qu'ils sont là pour manger eux-mêmes et ceux qui les a mis là. C'est tout. C'est Abessolo Dahala qui nous écrit. Merci à vous, très cher Abessolo. Bonjour à vous sur le plateau. Ce problème est un problème profond dans toutes les religions aujourd'hui. C'est le cas. Je ne voudrais pas les citer ici. Ce n'est pas seulement que l'apanage de la seule église catholique. Merci également à vous pour votre réaction. Alors, j'ai posé la même question, notamment à Bernardo et à Olivia, parce que vous êtes là, révérend Florent. On a cette
cette peur-là de savoir que nous n'avons plus d'abri, nous ne savons plus à quel sein se vouer quand on a ces différentes situations lamentables que nous déplorons. Et ici, tout le monde est unanime et dit que ce n'est pas une spécificité à une religion réservée. Il semblerait que le mal soit profond et que toute la main soit gangrénée. Alors, je voudrais accompagner les autres panélistes en supportant ce qu'ils ont dit. C'est qu'effectivement, le mal est très profond. Et il faut reconnaître d'abord un premier fait, c'est que le christianisme, dès le premier siècle du christianisme, la question de la pédophilie a été condamnée. Ça veut dire que un religieux, un homme d'église, ou alors un serviteur de Dieu qui partage ce type de fait n'est pas véritablement en train de défendre ou alors de faire la promotion de l'évangile du Christ. Ça, j'ai bien voulu que l'on commence par reconnaître cela et qu'on doit dissocier effectivement ces loups qui sont entrés dans la bergerie à l'insu, on va dire ainsi des contrôleurs. Des sentinelles. Des sentinelles. Quand je vais un peu plus loin, il est permis à tout individu, en tout cas selon l'idée que l'apôtre, le grand apôtre Paul a dit, il y a des personnes qui sont nées, pour revenir un peu à Olivia, pour dire que c'est pas toujours une insulte lorsqu'il y a un homme qui n'a pas de femme, mais qui sert pourtant le Seigneur. Parce que le Seigneur peut décider de faire plusieurs types de niques. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui décident volontairement de se consacrer à la spiritualité, en ne se mêlant pas aux femmes, voilà, en se mêlant pas aux femmes, parce que ça, c'est sa propre volonté. On ne peut pas les nier. Sauf que, il y a des personnes, ce même apôtre Paul dit dans la Bible, que les personnes, pour fuir, c'est-à-dire que cette flamme, pour fuir cette flamme, il est de bon ton qu'ils se marient. Alors, la question qui nous réunit sur ce plateau, bien évidemment, c'est le fait qu'on parle d'une déviation, c'est-à-dire que c'est un comportement déviant. Au lieu d'avoir en face de soi un être qui est exemplaire, on a plutôt quelqu'un qui laisse à désirer. D'autant plus que après l'échec que l'on peut observer dans le monde séculier, eh bien, on a toujours pour référence en dernier ressort, j'insiste, l'Église. Oui. Et quand on nous présente ces phénomènes, cela brille d'un certain éclat parce que l'Église catholique a toujours une très grande influence dans le monde, dans le monde qui nous gouverne. Cependant, au sein des différentes groupes de foi, de religion, que ce soit musulmane ou même encore que ce soit des traditionalistes, parce qu'en Afrique, effectivement, si on interroge un peu l'histoire, on va bien se rendre compte que il y a la pratique, ce type de pratique, bien que déplorable, a quand même existé. Et quelqu'un l'a dit, je crois, c'est Bernardo qui l'a dit sur le plateau. Il faut pas qu'on se perde. Il faudrait pas qu'on perde de vue que lorsque une personne adulte a des rapports malfaisants avec un enfant, c'est de la magie. Ouais. Ça, c'est de la magie. Donc, il est de bon ton que les parents commencent à être de plus en plus vigilants. Et puis, l'orientation a été donnée, l'Église catholique, mais c'est pas pour dire que tout le monde à l'Église catholique a cette pratique. C'est simplement que si vous interrogez un peu les prélats aujourd'hui, je suis sûr que ces prélats ont été victimes de ce phénomène. Les prélats ont été victimes de ce phénomène. C'est quoi donc qu'ils rendent juste la pièce ou alors ils ne font que ce qu'ils ont appris tout au long de leur séjour pendant les séminaires et autres? C'est leur fonctionnement désormais. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient pour référence, en fait, comprenez-moi bien, je valide pas ce phénomène, mais je dis qu'à un moment donné, pour un enfant qui a été victime de ce type de pratique et qui a cheminé dans le courant, le petit séminaire et tout, a peut-être pensé, parce qu'il avait une référence comme étant un homme de Dieu, vous savez ce que c'est que l'influence d'un homme de Dieu vis-à-vis d'un petit enfant, il peut
finalement développer, quelqu'un l'a dit, dans ce développement, ça peut développer sur le plan psychique, etc., un certain nombre de transformations de l'être interne pour que l'on puisse arriver à cela. Cependant, la parole de Dieu dit bien qu'il n'y a rien de caché qui va demeurer caché. Il y a déchirement du voile. Désormais, les gens peuvent voir, il y a la télévision, etc., que les parents fassent désormais un peu attention vis-à-vis des hommes de Dieu. Oui, Bernardo, je vous voyais avec l'envie de réagir. Oui, il a évoqué un aspect. Je voudrais dire que les séminaires, les internats, les endroits comme ça sont des lieux où s'héberge ce genre de pratique et se développe. Tout à fait. Donc, il faut vraiment que les parents fassent attention quand ils envoient leurs enfants dans les internats et tout ce qui est clos là. D'accord. Deuxièmement, il faut éviter de mettre ensemble pour très longtemps les personnes de même sexe. Parce que le corps humain, bon, la conscience humaine et métaphysique, c'est de particulier qu'elle doit se déployer. Toutes les énergies doivent être libérées pour se renouveler. Par exemple, la parole, vous voyez, il y a un temps où on parle, un temps où on dort. La nourriture, il y a un temps où on mange, puis on fait des efforts, on se vide, on se recharge. Donc le sexe également doit se libérer. Avoir du sexe, c'est bien. Avec une femme, c'est bien. Et une jolie femme, c'est très bien. Maintenant, en mettant des hommes ensemble pour très longtemps, ou des femmes ensemble pour très longtemps, des pratiques bizarres naissent. Et aussi, en mettant des hommes et des enfants pour très longtemps, c'est très dangereux parce qu'il y en a qui n'ont pas toujours la conscience paternelle ou parentale. Au-delà de ces envies surnaturelles, Blériot, il faut quand même aussi se rappeler que quand on parle du prélat, c'est sous le prisme d'un certain nombre d'interdits et d'acceptations. C'est-à-dire, on va même peut-être aller en exagérant de la prestation de serment. Quand on a convoqué ici le vœu de chasteté et autres. Mais quand on se retrouve face à des situations pareilles, on se dit c'est depuis très longtemps qu'on a trébuché. Non, il y a certaines conditions qui constituent des terreaux favorables à certaines pratiques. Bernardo en a décrit ici. L'idée d'interdire le mariage aux prêtres est une mauvaise idée. À moins que vous ne viviez pas dans le même monde que nous. Oui. C'est pour cela que quelques-uns d'entre eux arrachent les femmes des gens, et les filles des gens, ainsi de suite. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont eunuques de naissance. Il y en a qui le sont devenus par la suite. Ça doit être une décision. Ne pas aller avec une femme devrait être une capacité personnelle. L'apôtre Paul dit, je souhaiterais que vous soyez comme moi. Mais comme vous êtes faible, afin que vous ne brûliez pas, mariez-vous. C'est ce que la Bible dit. Paul dit que lui, il était eunuque. Paul n'allait pas avec fort. Oui, mais c'est un don qui lui a été accordé par Dieu. Alors, demandez à tout le monde de se conformer à un don qui est accordé à certains, il n'y a pas à d'autres. Ça crée donc cette déviation. Et puis Bernardo vous a dit, quelle est cette affaire? Comment les parents n'ont même pas compris ça? C'est comme les prisons. Comment vous n'avez pas compris ça? Que les gens sont venus dans notre pays, ont créé des écoles pour hommes et des écoles pour femmes. C'était pour faire naître ce genre de pratique. Oui. Depuis longtemps, ils avaient ces idées. Voilà. Et ce sont les sœurs et les pères qui initiaient en douce nos enfants. Beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu des attouchements des aînés quand ils étaient tout petits. Oui, conséquence, ils ont cru, parce que si vous êtes petit garçon et que un papa vous touche constamment, quand vous grandissez, vous pensez que si un homme vous touche, c'est une bonne chose. En fait, vous développez cette tendance. Et pareil pour les filles. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Dieu, lui, il a créé le monde, il a mélangé les hommes et les femmes. Vous créez des choses dans lesquelles vous dites que les femmes... Nous sommes à Info TV, pourquoi nous sommes mélangés? C'est pour que les hommes d'Info TV puissent voir les femmes d'Info TV. Si on dit maintenant que mettez les femmes d'Info TV de leur côté, les hommes d'Info TV, Bernardo va encore faire comment pour défendre Olivia. Donc, vous voyez, il faut laisser les choses dans le bon ordre. Les êtres de sexe opposé se mélangent dans les établissements publics. C'est ce que vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour cela que pendant la récréation, le jeune garçon dont la libido commence à monter va vers les jeunes filles et les drague parce qu'il voit les jeunes filles. Mais s'il est dans un établissement où il ne voit que les garçons, et la libido étant là, il va commencer à entretenir des petites relations
amicale, finalement amoureuse avec les petits garçons. Donc cette idée des internats unisexuels est une mauvaise idée. Il faut n'envoyer plus vos enfants dans ce genre de choses. À moins que vous vouliez former vous-même des homos. Bien, faisons un dernier tour de lecture pour les quelques 2 minutes qui nous restent. Bonjour à vous sur le plateau, Monsieur Blériot Niemek, merci pour vous. Ce que vous faites pour nous est immense. Merci pour ta sagesse. Merci à Dieu pour la bonne personne que tu es. Tu es une bénédiction pour le Cameroun et bientôt tous les pays le seront. Tu es destiné pour occuper un rang élevé dans ce pays pour le changement de beaucoup de choses. Olivia, attache-toi à M. Niemek. Le moment venu, tu seras ministre de la Communication. Merci beaucoup Bernardo pour ton humeur. J'aime te voir. Que Dieu bénisse Info TV. C'est Apôtre Bienvenue qui écrit ce message. Merci à vous très cher Apôtre. Bonjour à vous. Dommage encore ce matin, nous n'aurons pas le temps de lire tout le message. Que mon grand garçon Basson soit rassuré. Il aura le livre. Mais j'ai dénoncé cet aspect de choses quelque part dans mon ouvrage. Comment quelqu'un qui ne connaît pas le mariage et il veut en parler, raison pour laquelle il se retourne vers le sexe contraire. Mbombok, Bilon, Kakak nous écrit ce matin. Bonjour, les hommes d'église sont démasqués, ils ont abusé nos mamans, nos femmes et même de nos jeunes filles. Plusieurs jeunes filles ont été, oui, dans ce rang-là, par les hommes d'église. C'est Tara de Yaoundé qui nous écrit. Malheureusement, il me reste que 1 minute et 30 secondes pour les messages. J'arrête à ce niveau, je passe la parole à Olivia. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a justement en face de soi un prélat et qu'on veut toujours continuer à croire en l'éternel et on imagine que hier, c'est le monsieur certainement regardé mon garçon qui n'a que 3 ans. En fait, moi je dirais qu'il ne faut pas que les mauvais agissements des uns et des autres découragent les autres à chercher Dieu. C'est-à-dire qu'ils restent dans cette mouvance-là. Parce que la foi est personnelle. Ouais. C'est un égarement. C'est pas comme si c'est généralisé. C'est vrai que tout à l'heure, mon propos était un peu fort. Mais j'ai juste voulu dire que ce sont de telles personnes qui participent à discréditer l'image de l'Église catholique. Merci. Voilà. Bernardo, en 10 secondes, on se dit quoi? On se dit qu'il faut veiller à la promotion de la sexualité entre des hommes et des femmes adultes et consentants. Oui. Blériot? Il faut que les Africains affirment de manière radicale leur opposition au LGBT. Merci. Dieu a défini le sexe. On n'a pas à crier des conneries là-dedans. Il faut qu'on dise que c'est mauvais. D'accord. On finit par vous, hein, parce que c'est de vous qu'on parle, les prélats. Qu'est-ce qu'on se dit pour continuer à avoir confiance en vous pour notre vie éternelle? Simplement que le Seigneur n'a pas changé, que le Seigneur aime ses enfants. Et cet art que l'on observe justement avec ce type de prélat n'est pas la volonté de Dieu Tout-Puissant. Il faut simplement dire vigilance, vigilance, parce que à travers ces plateformes notamment, on peut avoir accès à cette jeunesse-là en leur disant faites attention, si un homme vous fait un attouchement, vous pose la main à des endroits qui ne sont pas indiqués, des endroits sensibles, ne l'acceptez pas. Hein, vous avez encore le Seigneur avec vous et nous disons également merci, en tout cas toute la communauté chrétienne dit merci à Monseigneur Jean Bosco Tep pour cet acte courageux et à l'avenir on se dit que comme c'est remonté en surface le malaise des chrétiens, désormais on verra de moins en moins ce type de prélat dans la bergerie. Merci infiniment. C'est avec cette conclusion, mesdames et messieurs, que nous voulons également vous remercier et souhaiter que demain soit encore nôtre et que à partir de 10h, lorsque ce temps sonnera du côté de Zoïtele, nous soyons ensemble sur ce plateau dans le cadre de l'émission Espace Mini. Bonne journée à toutes et à tous.